Bonjour tout le monde. Écoutez, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne qu'on ne voit pas beaucoup. Pourtant, il est très connu dans la sphère du SEO. Vous passez souvent par lui. J'ai nommé Joachim de Qualitad et de plein d'autres services derrière. Donc, Joachim, salut, comment tu vas? Salut, ça va bien et toi? Parfait. De bon matin. De bon matin, reposé. Hier, j'étais avec Fred, Laurent pas longtemps, donc j'enchaîne pas mal, mais ça fait plaisir. Et puis là, ce coup-ci, c'est moi qui vais le moins parler possible et puis te laisser causer. Écoute, tout le monde te connaît, mais en fait, sans te connaître, tu es derrière plein de services, tu es derrière plein de choses, tu gères énormément de monde. Est-ce que tu peux peut-être brièvement te présenter et puis expliquer aux gens qui tu es, quoi, tout simplement? Ça marche. Donc, Joachim, pour les intimes, Zach, c'est pour les geeks et ceux qui ont commencé à peu près en même temps que moi dans la communauté SEO, donc en 2015. Euh, Au niveau de mon parcours, donc pour faire très simple, à l'origine, je ne suis pas du tout SEO, j'étais comptable. Ensuite, j'étais vendeur d'articles de puériculture. Donc, j'avais un e-commerce en ligne, donc je vendais des poussettes. D'ailleurs, il y a pas mal de niches à taper sur la puériculture, hein, si jamais ça intéresse. Et ensuite, je me suis tout doucement tourné vers le SEO. Donc, je voyais que les sites de couponing fonctionnaient pas mal. Donc, en 2015, j'ai lancé nopromo.com. Ça a plutôt bien tourné pendant 2 ans et je me suis assez vite lassé. J'ai préféré faire autre chose. Donc, je me suis mis sur la vente d'articles sponsorisés. Ça a été My Backlink. Cette année, donc en juin, ça fera déjà 6 ans que le service existe. Euh, il y a 2 ans et demi, j'ai lancé Whitepage puisque je commençais à mieux tourner en termes de prod et de process. Et l'an passé, en août, oui, mi-août, j'ai lancé Qualitad en version bêta et ensuite Qualitad version publique vers le 15 septembre. Ok, bah, complet comme parcours, tu n'as pas fait que du SEO, du coup, tu as vu plein de choses. Bah, tu devais faire du SEO quand tu vendais les poussettes, certainement, mais peut-être sans le savoir ou au début, Sans quoi. le savoir. Ouais, c'est Sans bon. le savoir, j'ai retrouvé mon back-office, mon e-commerce et j'avais commencé à remplir méta title, méta description et je ne comprenais pas ce que c'était. Mais bon, maintenant avec le recul, j'aurais peut-être mieux fait. Ouais. Ok, donc tu as présenté effectivement plusieurs services. Tu es beaucoup axé backlink et rédaction, en fait, du coup. On va peut-être commencer par parler rédaction avec Oui. Qualitad, principalement. Euh, donc déjà, est-ce que tu peux présenter le service pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, je vais faire un peu le différentiel entre Whitepage et Qualitad. Donc, pour faire simple, Whitepage, c'est la rédaction que j'ai lancée il y a 2 ans et demi, qui est essentiellement basée en Afrique de l'Ouest. Donc, quand je dis Afrique de l'Ouest, c'est surtout le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. C'est pas mal de profils de rédacteurs qui sont débutants, ou en tout cas pas confirmés. L'objectif, c'était de proposer un service de rédaction plutôt low cost. Et quand même avec un niveau de qualité qui soit acceptable. C'est pour ça qu'il y a tout un process derrière, rédaction, correction, et éventuellement contrôle qualité sur l'offre la plus chère. Et passé 2 ans à peu près, je me suis dit, mais en fait, on n'arrive pas à passer un cap en termes de qualité. C'est compliqué de faire de la qualité et du volume en même temps. Euh, du coup, j'ai pas mal cogité. Au départ, j'étais parti pour mettre mes top rédacteurs sur une offre totalement indépendante. Mais il y a toujours une chose qui me chagrine, c'est le côté culturel. En Afrique de l'Ouest, on a parfois quelques difficultés. Par exemple, si tu as une urgence, l'urgence n'est pas traitée de la même façon en Afrique de l'Ouest ou en France. Euh, la constance des collaborateurs aussi qui est remise en question assez souvent. On peut faire de très beaux mois, très belles semaines. On peut n'avoir aucun souci pendant, par exemple, un mois et demi. Et ensuite, on a des soucis qui se cumulent. On ne comprend pas pourquoi. Par exemple, on peut avoir un rédacteur qui a une très bonne notation client, qui se met à nous sortir des textes complètement catastrophiques. Et du coup, c'était compliqué pour moi de lancer une plateforme où je pouvais garantir un niveau de qualité avec ces personnes-là. Je me suis dit, est-ce que c'est viable de lancer une plateforme de rédaction qualitative avec des personnes qui peuvent du jour au lendemain se mettre à déconner? J'ai pas mal cogité et au final, en fait, j'ai recruté une équipe de rédacteurs sur la Tunisie. Donc, à l'origine, il y avait 20 rédacteurs. Actuellement, il y en a une quinzaine.
Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu trop de casse non plus. Et pourquoi la Tunisie? Tout simplement parce que j'ai des bureaux là-bas. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Tunis, je suis implanté au lac 1. Donc, c'est pas très loin de l'aéroport. J'avais aussi une équipe en qui je faisais confiance. Bon, je leur fais toujours confiance. C'est mes content managers, donc Soraya et Amira, avec qui je travaille depuis quasiment 2 ans maintenant. Donc, ça commence à faire. Voilà, donc je me suis dit, je me reposer sur les personnes en qui j'ai parfaitement confiance, qui sont jamais mises à déconner. Donc, c'est 2 content managers. Ensuite, j'ai recruté pour commencer mes 4 correctrices. Et ensuite, on a recruté les premiers rédacteurs. Donc, on a commencé avec entre guillemets une salle de 10 rédacteurs. Ensuite, on a recruté 10 autres, puis 10 autres. Dans les 30 qu'on a recrutés, seulement une vingtaine ont été actifs. Donc, forcément, il y en a eu 10 qui ont été mis de côté. Et ensuite, on a malheureusement coupé les contrats de 5 personnes qui n'étaient pas forcément très qualitatives. En tout cas, qui n'étaient pas forcément plus stables que ça. Donc voilà, j'ai décidé d'implanter sur la Tunisie déjà pour des raisons culturelles. Donc les personnes sont quand même beaucoup plus stables. Pour des questions aussi on va dire de formation. Le système éducatif est peut-être un petit peu meilleur en Tunisie qu'au Bénin. Et aussi pour des questions de proximité, parce que j'ai parfois du mal à faire passer le message quand je suis à 6000 km de distance. Alors que là, contrario avec la Tunisie, si quelque chose ne va pas, je peux partir sur Paris, prendre un avion, et je suis sur Tunis le jour même. On ne s'est jamais arrivé, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais voilà, en tout cas, c'est un ensemble de critères. Ok. Donc, c'est crescendo et tu vas en fait pas par pas. Tu commences pas par 100 rédacteurs d'un coup, tu vas vraiment pour pouvoir évaluer. Comment tu recrutes? Alors, pas comment tu recrutes, mais comment tu évalues en fait un rédacteur? J'imagine que tu as des tests ou un ensemble de process ou ainsi de suite pour garantir une qualité dans le temps et faire qu'un client qui te commande, comme tu l'as dit, le lundi et puis le mardi d'après, il est toujours un peu le même type de qualité, on va dire. Et après, on parlera qualité de contenu pour voir ce que c'est pour toi. Ouais. Ouais, donc au niveau process, en fait, j'ai 2 process différents. Donc, 2 plateformes différentes, 2 process différents. Sur Whitepage, c'est assez simple, entre guillemets. On n'a plus de sélection sur CV, tout simplement parce que les CV sont compliqués. Enfin, on a des difficultés à vérifier les informations sur les CV. Typiquement, j'ai quelqu'un qui peut me dire j'ai travaillé chez Elliott. Je ne peux pas te contacter tout le temps pour dire tiens, est-ce que tu as vu passer ce rédac? Par contre, on a aussi beaucoup de personnes qui disent bah, j'en sais rien, j'ai rédigé chez Monsieur Amadou qui est basé au Sénégal. Je ne peux pas contacter toutes les agences de rédac et je ne peux pas demander un feedback à tout le monde. Et Et en puis l'agence plus, n'existe peut-être pas en fait. l'agence n'existe peut-être pas. Donc parfois, j'ai pas les coordonnées. Les diplômes sont souvent faux. C'est ce que j'ai pu remarquer avec le temps. Donc, quelqu'un qui me dit j'ai un super parcours, j'ai 5 ans d'expérience en rédac et j'en sais rien, un master. Et ben malheureusement, on ne peut pas s'appuyer sur ça sur Whitepage. Donc là, j'ai arrêté de trier sur le CV. C'était une perte de temps. Donc, on envoie un lien au candidat. On dit voilà, tu passes un test. Tu as 2 questions, enfin 2 textes à rédiger. Ensuite, tu nous parles de toi. Tu nous parles de ce que tu as envie de faire. Donc, typiquement, ceux qui vont un petit peu en mode comme ça, en disant vous êtes les plus beaux, vous êtes les meilleurs, on ne les prend pas forcément. On aime bien regarder déjà uniquement la qualité rédactionnelle. Donc, on se dit est-ce que la personne fait des fautes, ne fait pas de fautes? Est-ce que la personne rédige de façon courte, concise? Est-ce que la personne a tendance à faire des phrases à rallonge, des pavés de 50 mots? Déjà, ça, c'est un premier indicateur. Ensuite, est-ce que la personne fait des répétitions? Donc ça, à l'œil, c'est un peu chiant à analyser. Donc même les devs Python, on met tout simplement un petit script en place. La personne fait beaucoup de phrases longues, on la met de côté. La personne fait beaucoup de répétitions, on la met de côté. La personne fait beaucoup de fautes plutôt simples, donc orthographe, conjugaison, on la met de côté. Et du coup, j'ai mes recruteurs qui vont seulement analyser ceux qui sont passés via le test informatisé, via le filtre informatisé. Ils vont analyser ces candidatures, ils vont dire ben voilà, est-ce que le style est plutôt fluide? Est-ce qu'il y a des fautes d'accord ou pas? Parce qu'on n'arrive pas encore à détecter les fautes d'accord. Voilà, donc en tout cas, ça réduit fortement. Pour donner un chiffre, sur 3 mois, on a analysé un peu plus de 20 000 candidatures. Donc c'est quand même pas mal. Au niveau humain, on a dû analyser à peu près
1000 candidatures, je pense, donc un 20e. Et ensuite, on a refusé à peu près 80%. Voilà. C'est quoi le gap entre les 1000 et les 20 000? C'est que les gens ne passent pas le test en fait. Non, c'est uniquement le filtre informatisé. D'accord, ok. Donc, Donc, du coup, si je n'avais pas eu ce filtre, malheureusement, il aurait fallu analyser les 20 000. Donc, c'est ce que j'ai fait au démarrage de la plateforme en 2019, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, septembre 2019. J'analysais toutes les candidatures une à une. Donc, je te dis pas le bordel et surtout le temps passé sur ça. Maintenant, c'est un peu plus rapide, c'est aussi plus expéditif. J'ai parfois des candidats qui me disent j'ai passé le test et moins d'une minute après, on m'envoie un mail vous êtes refusé. Bah oui, c'est un filtre 100% informatisé. Donc, en tout cas, l'objectif, c'était de faire beaucoup plus de masse, pour analyser beaucoup plus de candidatures, mais en passant aussi beaucoup moins de temps. Donc, j'ai un filtre informatisé, un premier contrôle de candidature qui est fait par un correcteur au Bénin, donc, qui s'appelle Philippe. Et ensuite, j'ai un second contrôle qui est réalisé par Mehdi, donc, qui est un de mes content managers en Tunisie. Donc, logiquement, on se retrouve quand même avec des candidats qui sont relativement bons. Et ensuite, il faut les mettre au travail. Donc, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, sur le deuxième process de recrutement, c'est sur la Tunisie, c'est un process beaucoup plus standard. Là, je poste les annonces, je reçois les candidatures, je regarde les CV, est-ce que ça peut coller, ça ne peut pas coller. De temps en temps, j'intègre, on va dire, un candidat qui a un profil un peu atypique. Typiquement, je prends 8 candidats sur 10, marketing, journalisme. Et de temps en temps, je prends un candidat qui a un profil. J'ai une personne qui a fait de l'agronomie. Dans mes rédacteurs, finalement, j'ai une personne qui est psychologue clinicienne de métier. Donc ça, c'est plutôt original, mais elle a passé avec succès le test de recrutement et cette partie des personnes les plus qualitatives. Donc voilà, on a un premier tri sur CV. Ensuite, on a un test informatisé. Donc là, c'est plus une longue rédaction. La personne, elle a 1 heure pour rédiger, elle nous fait un texte. On regarde, est-ce qu'il y a des fautes, il n'y a pas de fautes. Ensuite, un premier entretien comme ici à distance. Et ensuite, je reçois les personnes directement en physique sur Tunis et je fais un autre entretien. Ouais, donc c'est un peu plus classique. ouais, c'est beaucoup plus complet en fait. Ouais. Donc, en fait, on voit quand même qu'entre White Page et Qualitat, tu as quand même deux process, deux modes de fonctionnement et tu ne sors pas du tout la même qualité en fait au C'est bout. ça. Ouais. Rappelle-nous, Qualitat, c'est quoi les tarifs à peu près au 100 mots ou un texte de 500 mots? Je ne sais pas si tu as une. Ouais, Qualité, je suis à 5 euros les 100 mots. Certains vont. Enfin, j'ai l'habitude qu'on me dise oui, mais tu travailles en offshore, donc pourquoi tu factures 5? Tout simplement parce que déjà le coût de la vie est différent entre le Bénin et la Tunisie, donc tu as déjà un différentiel. Ensuite, parce que le process est différent en termes de recrutement et aussi parce que les rémunérations sont complètement différentes. Ouais. Forcément, les rédacteurs en Tunisie sont mieux payés. Ils ont des profils qui sont différents. Enfin, moi, je recherche vraiment des personnes qui soient très qualitatives, très autonomes. Et l'autonomie, la qualité, ça se paye. Voilà, tout simplement. Et puis en même temps, ça fait 25 balles un test de 500 mots. C'est pas non plus C'est pas trop déconnant. Faut arrêter de toujours vouloir tout tirer vers le bas. À un moment donné, la qualité, la relecture, tout ça, ça se paye. Et on va parler justement de qualité de contenu. Vous me connaissez, je mets qualité je me sens qualité entre guillemets. On est tous d'accord que Google a des problèmes d'indexation. Pour moi, ce n'est pas vraiment des problèmes d'indexation, c'est on met le truc un petit peu en stand-by le temps de résoudre un paquet de problèmes. Voilà. Pourquoi Google irait indexer un énième texte sur comment installer une pompe à chaleur? J'en sais rien. Alors qu'il y a déjà 20 mecs, 30 mecs, 100 personnes, si vous faites un all-in title, qui propose déjà une solution qui amène déjà des infos. Donc déjà, pour toi, un texte de qualité qui va se positionner sur Google et qui va déjà s'indexer sans trop de galères, et qui après va se positionner, quels sont tes critères et qu'est-ce que tu regardes en fait dans ce texte? Ouais, pour moi, l'indexation, c'est plus une question de est-ce qu'on répond de façon complète à la question. Typiquement, comment choisir son ordinateur? Donc, si on dit tu choisis ton ordinateur, enfin ton PC portable en fonction de la taille de ton écran, de la RAM et compagnie, pourquoi pas? Si par exemple, on va dire, tu as souvent des textes qui sont traités de façon partielle, en tout cas des sujets traités de façon partielle. Là, si tu dis, bah voilà, le PC, tu peux aussi choisir en fonction de la marque. Tiens, l'aspect marque n'est pas souvent traité. Google va se dire, tiens, il y a une nouveauté.
Si c'est pour rabâcher je veux dire sur 20 sites, tiens, il faut faire attention, que ce soit un SSD, que ce soit, j'en sais rien, un Core i5 ou un Core i7, et tu as la même information de façon constante, Google va se dire, bon, clairement, j'en ai rien à foutre, il n'y a rien de nouveau. Alors que si tu intègres... déjà d'autres sites qui répondent à cette question. C'est ça, donc il faut intégrer un petit peu de nouveauté. Tu as quand même un côté sens du texte. C'est ça. Sens au niveau information apportée. C'est ça. Donc, plus tu as d'informations, pour moi, plus c'est pertinent, plus c'est qualitatif. Si tu as 50, si tu as 50 critères de choix pour un PC, si en moyenne les sites concurrents en traitent 4, 5 et que c'est quasiment tout le temps les 4 ou 5 mêmes, et là tu dis, bah tiens, tu parles de façon succincte de ces 5-là, et tu vas ensuite aborder les autres critères de choix. Google va se dire, machin, l'article est beaucoup plus complet, il y a beaucoup plus d'informations. Alors oui, elles sont peut-être pas détaillées, mais en tout cas, on en parle, il y a la nouveauté. Okay. Ouais, donc ça, à mon avis, ça répond pas mal au souci d'indexation. Par exemple, à titre d'exemple, sur mes backlinks, c'est ce qu'on regardait encore hier avec un client, en taux d'indexation, je faisais autour de 97% en indexation complètement naturelle. Donc, c'est pas forcément déconnant. Quand je pousse mes URL pour indexation, finalement, j'ai que 3% d'URL à indexer. Et je pense que aussi le fait, j'avais fait le test, en fait, quand tu veux indexer une URL, soit tu passes par un service d'indexation, donc il y en a plusieurs, tu as IndexMina ou tu as indexation.fr, ou sinon tu modifies ton texte, tu rajoutes par exemple, j'en sais rien, un média, tu modifies le H1 et bizarrement le texte va va s'indexer. Pourquoi est-ce qu'il s'indexe? Parce que peut-être il y a la nouveauté, peut-être que tu as apporté une information en plus. En tout cas, c'est ce que Google perçoit. Donc je pense que c'est plus une question d'information transmise dans un texte. Donc, il y a aussi le service de Foudroyer qui avait été mis en pause, mais qui a été repris, qui permet aussi de lancer l'indexation d'URL. Ça m'amène à une question. Je viens sur Calidad ou n'importe quelle plateforme de rédac, en fait, au final. Je lance, comment choisir son PC. Je dis au rédacteur, traitez le sujet. Ouais. Est-ce qu'au final, si le rédacteur ne traite pas les 20 critères qui permettent de choisir son PC, ce n'est pas de ma faute parce que j'aurais pu en amont dans mon brief prendre un petit peu le temps d'analyser en me disant, vous traiterez les 20 points suivants sous forme de paragraphe H3, vous me ferez une intro avec un H1, puis en H2, nanana. Et on en arrive au brief, puisqu'on en a déjà parlé ensemble, où ce n'est pas juste jeter une title à un rédacteur. Au final, si on veut qu'il fasse bien le job, faut quand même lui indiquer un peu plus. C'est nous qui avons la vision du texte et on sait ce qu'on veut mettre dans ce texte, donc il faut le partager, quoi. Ouais, c'est une grande problématique. Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre les deux exemples, donc Whitepage et Calidad. Whitepage, de façon globale, les rédacteurs sont plutôt exécutants. Tu leur dis de faire quelque chose, ils font. Si tu ne le dis pas, ils ne le font pas. Voilà, ça, c'est le premier point. Donc, imaginons que tu ne dis pas dans ton texte la cible est par exemple, j'en sais rien, B2B, B2C, par la première personne du pluriel, du singulier. Ils ne vont pas le savoir, ils vont rédiger comme ça. Et voilà. Après, on a parfois des clients qui se plaignent en disant le texte ne correspond pas à mes attentes. Il faut détailler les attentes. Ouais. Voilà, donc ça, c'est une première problématique. Le rédacteur va se baser sur les 2, 3, 4 URL qui sont positionnés. Il va dire, tiens, je retrouve ces points-là, je vais traiter ces points-là, basta. Si tu voulais avoir un texte plus complet, malheureusement, il fallait le détailler. Donc ça, c'est le côté white page exécutant. Sur Calidad, moi, j'ai tendance à dire à mes rédacteurs, essayez de varier les sources déjà, utiliser aussi notre outil sémantique, parce qu'on a un outil en interne, et déjà l'outil sémantique, lui, va se baser déjà sur le top 30. Donc tu vas dire, tiens, sur les 30 premières URL positionnées, on parle de ça, de ça, de ça, de ça. Et tout doucement, on est en train d'intégrer un score d'optimisation sémantique. Donc, si le rédacteur ne parle pas, par exemple, du critère numéro 22, qui est, j'en sais rien, est-ce que c'est des touches un soft touche voilà. ou je sais pas quoi. C'est ça.
est-ce que, par exemple, on parle de 3 ports HDMI ou j'en sais rien, j'ai une connerie. S'il n'en parle pas, le score d'optimisation, il va rester relativement bas. Et du coup, ça n'aura pas d'intérêt. Pareil, s'il va commencer à faire du keyword stuffing en parlant, en intégrant 10 fois le mot-clé SSD, alors qu'en moyenne, j'en sais rien, sur le top 30, on en parle une fois dans le texte, tiens, l'indicateur va se dégrader. Donc là, on est en train de mettre ça en place sur Qualita. Donc, on oblige déjà le rédacteur à faire de la recherche. Ensuite, on lui file aussi tous les termes à intégrer. On ne l'oblige pas non plus à intégrer tous les termes. En fait, il y a plusieurs aspects. Soit il suroptimise quelques termes et on va dire son indice d'optimisation est plutôt bon, mais il varie pas trop. En fait, il optimise de façon exacte quelques termes, ou alors il va varier au maximum les termes et sous-optimiser chaque terme. Voilà, donc c'est au choix. Sur Qualitas, en général, je leur dis sous-optimiser légèrement et varier au maximum le vocabulaire, les mots-clés. Ouais. Voilà. Là, c'est des outils internes que vous avez développés. C'est ça. Okay. C'est ça. Donc, on est en phase de développement. Ça devait sortir fin décembre, mais Dave m'ont dit attention, Joachim, si on le sort fin décembre, on n'est pas sûr de le sortir proprement, donc on va le sortir fin janvier. On est fin janvier. Lundi, ils m'ont contacté en me disant nous, on a fini. La SS2I, elle est en train de finaliser. Elle a fini fin de semaine. Donc, avec de la chance, je vais peut-être mettre en bêta courant de semaine prochaine l'outil. C'est encore la grande interrogation du jour. J'ai relancé un peu plus tard dans la journée, mais en tout cas, on le mettra à disposition très certainement pendant 2 mois de façon gratuite en disant voilà, testez, faites-nous vos feedbacks. Voilà, mais en tout cas, on l'utilise, on l'a mis en place directement sur Qualitas. C'est aussi ce qui justifie la différence de tarifs. D'un côté, on n'oblige pas à optimiser sémantiquement, et de l'autre côté, on a d'autres profils, un process peut-être un peu plus complet. Donc voilà, ça joue aussi. Ok. T'es juste comme ça pour info, tes rédacteurs, quand ils ont ce type de, non, je ne sais pas si c'est encore déjà implémenté, mais quand ils ont ce type de guide, ils le voient comme une aide ou comme une contrainte? Ça dépend lesquels. C'est toujours une question de personne. Enfin, typiquement, dans mes rédacs, j'en ai parfois qui râlent parce que le client file un brief qui fait 3 pages en disant voilà, il faut aborder ce point-là, ce point-là, ce point-là, il faut mettre ce mot-clé, ce mot-clé. Merci de ne pas citer un tel, merci de citer un tel. Et certains trouvent ça mais vraiment pénible. En fait, ils disent bah, on est rédacteur, donc on aimerait bien avoir la main. Et d'autres me disent bah, c'est génial, ça nous aide à rédiger. Donc, c'est un entre-deux. C'est pour ça que je leur dis, voilà, moi, j'ai un score d'optimisation, en tout cas un indice d'optimisation, tu es entre 90 et 110. Après, si tu veux utiliser tous les termes, tu utilises tous les termes. Si tu ne veux pas utiliser tous les termes, tu n'en utilises que certains, mais du coup, tu dois jouer sur l'optimisation de chaque terme. Avec la problématique du nombre de mots demandés par le client. C'est ça. Tu vas te demander 400 mots, mais de caler 50 astuces pour… J'ai eu un client qui m'a demandé 500 mots et il nous demandait quasiment un top 50 c'était sur une connerie. Donc, je lui ai clairement dit, bah, écoute, Coco, c'est sympa, mais déjà, une phrase ne fait pas 10 mots. Donc, comment on te fait ton top 50? Mais non, voilà, je veux dire, ça dépend des personnes. Certains aiment bien être fortement guidés, d'autres aiment bien avoir beaucoup de liberté. C'est compliqué, tu peux pas homogénéiser. En tout cas, c'est ce que j'ai appris sur toutes ces années avec la rédac et le dev thinking, c'est tu pourras jamais avoir un process qui va plaire à tout le monde. Ouais, c'est clair. Ok. D'autres infos sur le brief ou des conseils, je ne sais pas, à donner s'il y a des gens qui lancent genre tous les SEO lancent des briefs de rédac, je pense. Ouais. Est-ce que tu as d'autres infos, quoi? Moi, la seule grosse info que j'aurais donnée, c'est vraiment exprimer au mieux votre besoin. Ne vous dites pas, tiens, j'ai envie de ça, donc je mets ce titre et basta. C'est un peu dommage parce que c'est source d'erreur. Donc, il faut toujours penser à exprimer au maximum ses attentes. Dire, voilà, il y a cette attente très particulière. Sur ce brief-là, j'aimerais bien que tu aies, par exemple, j'en sais rien, une petite note d'humour ou que tu parles de ce point particulier. Tiens, ma cible, c'est pas du général, c'est très ciblé, c'est c'est une audience assez nichée au final. Donc, il faut vraiment axer sur ce point-là. Ne pas se dire, tiens, c'est évident. Il n'y a jamais rien d'évident. Par exemple, toi, si je te dis rédige-moi un texte sur la décoration ethnique, tu vas peut-être me parler j'en sais rien, des statuettes.
tu vas peut-être me parler des masques, mais tiens, tu vas peut-être pas me parler du beau petit tableau que j'ai derrière. Je ne suis pas expert du domaine, donc forcément, j'ai besoin d'être guidé ou qu'on dise, voilà, vous parlerez de ces 3 éléments, vous les présenterez, vous détaillez, vous pouvez parler des dates, vous pouvez parler. Ouais. Mais beaucoup disent, genre pour moi, le brief conditionne la qualité du texte que tu vas avoir derrière. Ouais. Clairement, plus tu passes de temps à expliquer ce que tu veux, plus le rédacteur, et même un très bon rédacteur sans brief, il ne sait pas quoi. Donc, quand tu bosses avec des bons rédacteurs qui ne sont pas que exécutants, normalement, ils doivent te poser des questions et revenir vers toi quand tu as un process ou quand tu bosses. Ça arrive de façon régulière. Sur Qualitas, en tout cas, on a pas mal de... Enfin, pas mal. On a très souvent des questions de rédacteurs qui viennent me contacter sur Skype en me disant « Tiens, Joachim, est-ce que tu peux contacter le client? Je suis sur son texte et je n'ai pas forcément compris ce qu'il voulait, ou en tout cas, je ne sais pas sous quel aspect aborder le texte parce que je peux aborder de 3 façons différentes. » Et voilà, en fait, ils ont vraiment ce souci-là, ce souci de vraiment répondre parfaitement à la demande du client, à l'attente du client. J'ai pas forcément de soucis sur Kaital. Les gens, comme ils payent un peu plus cher, je pense qu'ils ont tendance à se dire tiens, je vais passer un peu plus de temps sur mon brief. Et à contrario, sur Whitepage, on me dit parfois le texte ne me convient pas. Mais oui, Et mais en tu n'as plus, pas dit ce que tu voulais. Tu as un mode bulle que sur Whitepage, il me semble. C'est ça. Ouais, donc en gros, le gars, il tire son Excel et il peut Ouais, citer 50, 60 textes comme ça, quoi. ouais, ça arrive assez souvent. Ok, ça roule. Taille du contenu, puisqu'on en parlait, est-ce que pour être top 3, je dois faire 500 mots ou je dois faire 3000 mots? Bah, ça dépend. Ça La dépend. réponse Enfin, c'est pour moi, c'est un peu con de. Enfin, désolé, c'est un peu dommage de parler de taille de contenu. Euh, tu peux avoir des exemples, des contre-exemples. J'avais un site sur les poussettes, une poussette très particulière. Euh, J'avais 200 mots, ça ranquait parfaitement. Là, ça s'est cassé la tronche en début d'année, mais ça a plus de 3 ans, avec une homepage qui a finalement été presque vide. À contrario, j'ai un truc sur les mini-frigos, j'ai pissé 4000 mots. Ça s'est jamais trop positionné. Les machines sous vide, j'ai eu. Enfin, je te balance des niches que je bosse plus maintenant, mais par exemple, les machines sous vide, j'ai fait des articles de 1000 mots, ça se positionnait parfaitement. En fait, je pense que c'est plus une question d'intention de recherche, plus que de longueur de contenu. Typiquement, euh, tu te donnes les PA, enfin, c'est un contre-exemple parfait. La PA, au final, tu as la question, tu as 90 mots environ, ça se positionne en position 0. Donc, est-ce que la taille du contenu est intéressante? Je pense pas. Est-ce que tu réponds à une question d'internaute? C'est plutôt de cette façon-là qu'il faut aborder le problème. Puis tu t'aperçois que c'est souvent assez homogène quand même sur des requêtes. C'est tout le monde a un long contenu ou tout le monde a un contenu court dans les top 10, quoi. C'est pas vrai dans le top 30, mais dans le top 10, tu vois quand même souvent. Et puis tu as un ovni de temps en temps qui est là, tu sais pas trop ce qu'il fout, mais il a 5000 mots quand tout le monde est là avec 3 lignes. Et C'est ça. c'est le jeu de voir. Donc, c'est bien aussi peut-être d'essayer la même taille que les autres. Et puis, si ça ne prend pas, de faire complètement à l'opposé des autres. Tout le monde arrive avec un e-com sur la requête. Toi, tu arrives avec une belle page informative pour traiter ton sujet un petit peu différemment, quoi. C'est Ok, ça. tu as d'autres choses à nous dire sur les textes? On a fait pas mal le tour, je pense, entre le brief, tes différents services, taille des mots, le fonctionnement. Non, bah après, c'est. Bon, le seul message que je peux faire passer, c'est par exemple, quand vous recevez un texte, peu importe le service, regardez plutôt on va dire la pertinence du texte. Chaque rédacteur a sa plume, donc parfois on va se dire, tiens, j'aime pas le style, donc le texte est mauvais. C'est pas forcément comme ça qu'il faut l'aborder, il faut plutôt se dire, est-ce que le rédacteur a traité le sujet? Est-ce que les phrases sont correctes au final? Euh, voilà, donc c'est quand il y a un souci de style, il ne faut pas forcément se dire, tiens, le service, il est à chier. C'est plutôt vous qui n'appréciez pas le style du rédacteur. Le rédacteur peut parfois s'adapter, mais parfois non. Après, le style dépend aussi fortement de la zone géographique où le rédacteur se trouve. Par exemple, si tu fais rédiger un texte à Mada, que tu fais rédiger un texte au Bénin, que tu fais rédiger un texte même au Sénégal ou en Tunisie, on aura 4 styles complètement différents et au sein on va dire
d'un même environnement, en tout cas d'une même zone géographique. On a encore des différences de style, mais rien que sur le français qui est utilisé, par exemple, sur le Bénin, très souvent, j'ai un français qui est plutôt daté. Sur la Tunisie, j'ai un français qui est un peu plus moderne, parfois un peu trop familier. Sur le Sénégal, j'ai d'autres choses, j'ai des choses un peu plus originales, des expressions très familières. Donc voilà, c'est quand on commande un texte, en fait, il faut aussi être conscient de où est basé le service pour ensuite se Et, dire, et- tiens, est-ce que ça va correspondre? et du prix qu'on paye. Voilà, parce que Et du prix qu'on quand sur paye. MyBacklink, tu es à 1 € quelque chose pour 1,50 € ou si je dis C'est pas. ça, bah, Ouais. tout doucement, je retire cette option-là, mais c'était 1,50 € pour les 100 mots. Ouais. On ne peut pas attendre de la grande littérature. Non, mais c'est clair, et tu ne Euh, peux pas attendre que ouais. que le rédacteur aille faire 50 recherches sur le PC ou sur les différentes techniques. Il ne peut pas se lire 5-6 articles pertinents sur le sujet, toi, ou Mm, mm. aller checker des thèses et après revenir te refaire un texte. C'est pas, C'est faut ça, être cohérent dans ce qu'on achète aussi, quoi. c'est ça. C'est la qualité fonction aussi du prix payé. Ok. Euh, je mets les pieds dans le plat. On y va. Bah allez, vas-y. Contenu. Donc toi, tu m'as dit, est-ce que le texte apporte des nouvelles informations? Est-ce que ce n'est pas une répétition de, euh, de ce qui existe déjà sur le web? C'est-à-dire que Google connaît déjà toutes ces informations. Il a 500 textes. Alors, on fait un wheel title, on voit qu'ils répondent déjà qui déjà amènent des informations à l'internaute, donc c'est bon. On connaît tous les outils, je ne parlerai même pas d'intelligence artificielle, je parlerai d'outils de spin à la con, de ce qu'on parlera de réécriture, on peut parler de Mm. paraphrase, on les connaît tous, ces outils, on les utilise. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que certaines plateformes font vraiment le contrôle? Tu vois, est-ce qu'ils n'arrivent pas à servir en fait à leurs clients des textes paraphrasés bêtement ou mis dans un outil, quoi, et le mec en 10 minutes, il a répondu un texte qui vient de chez Leroy Merlin ou Casto sur du bricolage, par exemple. Ouais, bah ça c'est la grande problématique, c'est déjà la paraphrase. Nous, on a développé en interne un petit outil qu'on appelle Plagiarism Killer. Donc, on avait fait, on va dire, on a fait un duplicate de Kill Duplicate en version 1. Donc, on s'est dit, on va prendre toutes nos phrases, on va les passer sur Google de façon bête et on va regarder si on a des phrases qui ressortent sur Google. Donc, ça, c'était la version 1. La version 2 qu'on exploite depuis 3 semaines à peu près, c'est quasiment le même process, sauf que là, on va carrément scraper les résultats sur Google, donc sur le top 30, et ensuite, on fait des calculs de similarité. Donc, on va prendre, on va dire, tu as une phrase, on va regarder si ta phrase, elle n'est pas éclatée sur un ensemble de 100 mots sur un autre site. Donc ça prend du temps. En général, ça prend, aller sur un texte de 500 mots, ça prend 10 minutes à être analysé parce que euh, pour chaque phrase, on prend un top 30. Donc si tu as un texte de, on va dire, de 1000 mots, ça fait 25 phrases, donc ça fait 750 sources. Et ensuite, on fait tout le calcul de similarité. Donc on arrive à déterminer si c'est un texte 100% unique, si c'est un texte paraphrasé ou si c'est un texte plagié. Là où on a encore du mal à mettre la barre, c'est en fonction du pourcentage. Donc ça, c'est en cours d'étude. Donc là, tu vas quand même beaucoup plus loin qu'un duplicate shaker ou un kill duplicate ou n'importe quelle source qui, eux, ne sont là plutôt pour du pur plagiat. C'est le mec qui a Ouais, copié-collé le texte tel quel ou le paragraphe. C'est ça la mission de ces outils, en fait, au final. c'est ça. Toi, tu dis, c'est ce qu'on dit, c'est que si le mec il paraphrase manuellement avec un outil de spin ou avec des outils qui sont gratos et dispo en ligne, kill duplicate, duplicate checker, ainsi de suite, ne peuvent pas Mhm. Ils passeront à travers. le voir. Par contre, toi, avec cette méthode, tu vas arriver à l'identifier, quoi. C'est ça. Bah, sur mon outil, bah, actuellement, je sais pas, je vais regarder si j'ai un petit, hop, si j'ai un petit scan qui a été lancé. Hop, c'est du résultat interne. Et ça se trouve, c'est en... Bah voilà, super. Voilà, bon, ça m'affiche résultat bien. Je sais pas si je peux partager un petit truc sur. Il aurait fallu, je pense, que je te donne les droits.
Ouais, bah, c'est pas grave. Bah, du coup, sur des textes, par exemple, là, sur les pourcentages, j'ai 28%, 12%, 19%. Tiens, j'ai un texte à 61%. Lui, il doit avoir Ouais. une forte paraphrase, T'en 43%, as beaucoup etc. qui tentent? À une époque, j'en avais beaucoup. Ouais. Tu les as Euh, éliminés forcément avec tes process au fur et à mesure. c'est ça. Et même parmi nos candidats, bah, c'est un truc que j'ai pas précisé. Dans le test de recrutement, forcément, dès qu'il y a du plagiat, c'est refusé automatiquement. Mais en tout cas, ouais, non, c'est une grosse problématique. J'ai encore eu récemment des soucis de plagiat sur 3-4 textes. Après, sur la volumétrie que je fais, donc c'est 300-400 textes par jour, clairement, voilà, on va dire, c'est à la marge. Mais non, en tout cas, c'est la grande problématique, c'est la paraphrase. Moi, pour l'instant, ma problématique, du coup, c'est pas forcément de détecter la paraphrase, c'est plus une question de coût. Mm. Ça me coûte relativement cher d'analyser tout ça. Donc, on est en train d'essayer d'optimiser le process. Et pareil, on avait détecté sur le DeepL et compagnie, on traduisait en anglais, en espagnol, en italien, etc. On traduisait sur plusieurs langues et ensuite on recherchait à nouveau. Mais voilà, tu démultiplies les coûts. Mais ça, Pour un c'est euro des choses qui sont cinquante. détectables. Ouais, pour 1,50 €, les 100 mots, tu peux pas te permettre C'est ça, c'est de faire compliqué. autant de process, quoi. Et j'ai envie de dire, est-ce que quand on paye 1,50 € les 100 mots un texte, on ne mérite pas du killbot, quoi? Tu vois, ou du paraphrasing, ou n'importe quel outil, ou je ne sais pas quel outil. Parce qu'en fait, tu ne payes pas le temps du gars à juste se remettre en forme. Voilà. Mais ok, non, c'est une problématique que je voulais aborder, puisque on a créé notre propre système de rédaction parce que sur beaucoup d'autres plateformes, j'avais donc je ne l'ai jamais eu chez toi et chez d'autres, mais sur un très grand connu, j'ai eu vraiment ce type de souci. Et ça a même été pire, c'est qu'en faisant de l'échange de liens, j'ai donné un texte à un webmaster où le rédacteur était venu paraphraser son propre contenu, quoi. En analysant le texte, on a discuté, ouais, c'était clairement ça, quoi. Tu passes un peu pour un con, tu vois. C'est bien, j'ai Ouais, donné bah, un texte. ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir par exemple des textes aussi quand j'ai mis les spots gratuits à remplir sur mes Ouais, backlinks. Euh, j'ai des mecs qui avaient peur de rien, qui m'envoyaient du texte plagié et je leur disais mais c'est plagié, mais on s'en fout, c'est du gratuit. Bah, ouais, enfin, mais non, quand même. c'est mes spots, donc non. Bah, voilà, c'est ça. Mais non, déjà on va dire, la paraphrase, en plus, c'est un peu bête de payer un service. Enfin, tu as des modèles qui existent. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le modèle T5, T5 paraphrasing. Il est assez simple à mettre en place, donc pourquoi payer enfin, je vends la mèche, on va dire, mais pourquoi payer un service 99 € par mois pour une simple paraphrase? Enfin, en tant que claquer le modèle T5, tu mets ta requête, il scrape le top 10, hop, tu paraphrases les phrases et basta. Enfin, c'est un peu dommage de faire ça, mais bon, c'est ceux qui veulent faire du crade font du crade, mais voilà, Oui, payez pas pour faire du j'ai envie de crade. dire, il y en a pour toutes les stratégies, pour toutes les durabilités dans le temps et toutes les envies, quoi. Ouais. Et ouais, c'est à mon avis, c'est ce que Google est en train un peu d'identifier en ce moment et qu'il en a marre de bouffer. C'est 10 fois la même intention de réponse du même texte et ce Mhm. texte-là se retrouve chez trop de gens. Voilà, je pense qu'il est en train d'essayer de ne plus indexer et après de désindexer un peu ce contenu-là, mais ça marche encore, hein. Clairement, il y a aucun, le DeepL marche encore sans problème. Ouais. Ce type de technique fonctionne, il y a aucun, je veux dire, ça se positionne, mais c'est bien toujours d'essayer de voir un petit peu en amont. Ok, bah c'est cool, merci pour toutes tes réponses sur le texte. Du coup, on va parler un peu backlink, forcément, Ouais. parce que tu as My Backlinks, tu peux parler un petit peu du service et comment c'est organisé, ce que tu proposes. Ah bah, ça marche. Donc, My Backlink, ça fait déjà quelques années que je l'exploite. Pour faire très simple, c'est un service de linking qui est plutôt low cost. C'est des textes qui sont vendus entre 10 et 40 € l'article, donc avec la rédaction incluse. Euh, pour l'instant, le service, il est assez, on va dire, assez primaire, primitif. Euh, on reçoit une demande d'un client, on rédige un article et voilà, ça s'arrête là. On pisse de l'article, on fait de la masse. Tout doucement, je suis en train de revoir le process. Donc là, j'ai Xavier, l'un de mes devs au Bénin, qui va reprendre intégralement la plateforme. L'objectif, c'est de monter un petit peu en gamme, proposer quelque chose de mieux, parce que c'est un peu dommage de vendre de l'article à 10 € et se dire
j'en sais rien, j'ai envie de diluer mes liens, donc on va te répéter pareil 50 fois comment acheter un ordinateur, comment choisir son ordinateur, pourquoi acheter un PC portable. C'est des thématiques qui sont déjà traitées et ça sert à rien. Tout doucement, donc on va se baser sur l'outil sémantique. On va ressortir toutes les intentions, enfin tous les mots-clés qui sont autour. Par exemple, ordinateur, on va peut-être prendre support d'écran, on va peut-être prendre, j'en sais rien, écran 15 pouces, 17 pouces, support de PC, etc. Donc, si c'est dans le champ sémantique, on va le prendre. On va regarder si ça fait du traf. Et ensuite, on va essayer de ressortir du coup des briefs qui sont relativement propres en se disant, voilà, tu veux diluer tes encres, pas de souci, mais en fait, on va te rédiger un article sur une thématique qui est liée. Donc, ça s'approche de ce que toi t'appelles le cocon sémantique quand on a échangé en message privé. Ouais, cocon, glissement sémantique et cocon en offside, quoi. Voilà, donc on va faire pas mal de. Enfin, on va baser uniquement sur du glissement sémantique. Euh, et par contre, forcément, rehausser un petit peu le prix, parce qu'on aura à la fois un score d'optimisation à atteindre au niveau de l'article, et ensuite, on va aussi lancer notre propre outil pour détecter toutes les thématiques connexes. Ouais, donc ça, c'est l'évolution qui est en train d'être faite. Ce que tu expliques, c'est que j'ai un site où je veux faire ranker une page sur comment choisir son PC portable. On va aller plus loin que d'avoir des backlinks qui ont comme sujet pourquoi acheter un PC portable, qu'est-ce qu'un PC portable, le meilleur PC portable, ainsi de suite, qui sont des thématiques vues et revues. Toi, tu vas aller chercher des trucs un peu plus comme comment choisir son câble HDMI en fonction de son portable, par exemple. C'est ça, bah, c'est en fonction de ce que mon outil va ressortir. Voilà, je vais essayer de faire le test, mais ça prend un peu de temps avec les proxys. Ouais, laisse terminer, on fait un petit peu après. Mais voilà, en tout cas, on va essayer de taper à la fois sur du mot-clé peu compétitif qui fait du traf aussi, parce que l'objectif, c'est quand même de se positionner sur des requêtes, j'appelle ça des requêtes secondaires. Donc, si le gars veut absolument qu'on rédige uniquement sur le mot-clé PC portable, pourquoi pas. Par contre, s'il accepte de se dire, bah, tiens, c'est peut-être aussi pertinent, bah, typiquement, c'est pertinent d'avoir un lien sur une page qui se positionne sur tapis de souris. Parce que tiens, le tapis de souris, c'est peut-être lié au PC portable. Si je veux, par exemple, vacances en Corse, je parle souvent des îles, c'est peut-être que j'ai besoin de soleil, mais bon. Si je veux un lien, si je veux positionner mon site sur vacances en Corse, bah tiens, est-ce que c'est pertinent d'avoir un lien sur, j'en sais rien, les plus beaux marchés à quatre vies. Comment choisir son saucisson corse, quel cadeau ramener de Corse. C'est ça, ou même sans forcément mettre le mot Corse dedans, si on parle que de Calvi, mais en tout cas dans le titre, si on n'est pas Corse, est-ce que c'est légitime? Je pense que ça l'est, en tout cas à mes yeux, ça l'est. Sémantiquement, ça paraît cohérent, donc j'ai envie de dire oui. Christian Méline serait là et nous lancerait des sombres calculs pour déterminer si c'est bon ou pas, mais d'un point de vue intellectuel, ça me paraît cohérent, quoi. Voilà, donc nous, là, la prochaine étape, c'est pour l'instant, on ressort le champ sémantique, on contrôle, là, manuellement pour l'instant, donc c'est en train d'être automatisé, on contrôle le fait qu'il y ait du volume. Et ensuite, on essaye aussi de taper sur des PA et ensuite de créer des plans de façon intégrale. Donc, tu as à la fois un score d'optimisation sur une requête donnée, plus le plan qui est donné. Donc, tu as du traf, tu réponds à une intention de recherche. Tu es sur une thématique qui est connexe, donc c'est pas forcément déconnant. Ça valorise tes spots qui, eux, prennent du trafic, donc qui vont par la suite être bien aimés de Google et peut-être prendre plus de valeur ou valoriser, quoi. C'est ça. Bah, par exemple, tu vois, sur comment choisir ton PC portable, j'ai des mots-clés. Par exemple, si tu es sur AMD Ryzen, si tu es sur processeur Intel, c'est drôle, tu as PC de bureau, tiens, on parle de PC de bureau, tu peux faire un glissement sémantique sur PC portable. Les meilleurs systèmes d'exploitation, tiens, tu te dis, j'ai un article sur les meilleurs systèmes d'exploitation, comment choisir son système d'exploitation. Tiens, ça peut faire un beau glissement sémantique. Windows Family, par exemple, les connectiques Thunderbolt, j'ai quoi d'autre? Enfin, j'ai tout un tas de trucs comme ça. PC de gamer, tiens, tu n'as pas parlé forcément des PC portables, mais tu parles des PC gamers. Tiens, j'ai Apple MacBook. Tiens, tu mets pas le mot-clé PC portable dedans, mais tu te positionnes par exemple sur une requête secondaire de Apple MacBook. Pour moi, ça reste pertinent. Ok, ça roule.
ça te permet peut-être de faire des encres aussi, dites encres sémantiques, mais qui changent un peu des encres non opti ou opti. Tu fais toujours de l'encre opti? Est-ce que tu as un pourcentage? Est-ce que tu as d'autres méthodes sur les encres de lien? Alors, au niveau prestation, actuellement, c'est plutôt les clients qui me disent j'ai envie d'avoir l'opti, du non-opti, etc. Pourquoi pas? Moi, en interne, ce que j'ai tendance à faire, c'est je prends ma requête. J'en ai marre du PC portable, pas smartphone. Pour rester dans la thématique high-tech, je prends smartphone. Je vais me dire, bah, tiens, je vais créer tout mon site autour de smartphone. Donc là, c'est les Android, iOS, etc. Tu peux aussi créer par marque. Et ensuite, au niveau du linking, euh, moi, j'ai tendance à pousser mes pages secondaires donc avec mes spots en disant, tiens, les derniers téléphones portables Samsung ou Xiaomi et compagnie, en fonction toujours de ce que mon outil me ressort. Mais je ne suis pas forcément obligé de faire de l'encre optique. Je peux me dire, bah, tiens, j'en sais rien, le site s'appelle abracadabra.fr. Bah, tiens, dans un article qui rank sur le Xiaomi Mi 9, par exemple, ou Mi 11, je ne sais pas auquel on est, bah, je fais un lien vers Abracadabra. Ben, Google n'est pas cool. L'article se positionne par exemple sur une PA, ou en tout cas se positionne sur une requête de type Xiaomi Mi 11. Il fait un lien vers Abracadabra. Bah, tiens, peut-être qu'Abracadabra est un site qui parle de téléphone portable. Donc, tu n'es pas forcément obligé de faire de l'encre optique. Enfin, en tout cas, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Les encres optiques, c'est à faire vraiment au compte-gouttes et vraiment sur de très bons spots. Ensuite, si tu achètes du lien, j'en sais rien, à 10, 15, 20, 30 euros, tu peux aussi diluer. Et de toute façon, Google n'est pas stupide. Si tout autour de ton site, tu as on va dire, tu as un réseau de sites, ou en tout cas, tu as des partenaires qui te font des liens sur des pages qui peuvent se positionner à la fois sur la requête principale, mais aussi sur toutes les requêtes complémentaires, Google va dire, ah, tiens, l'environnement sémantique du site, c'est ça. Le mec, il n'est pas obligé de bombarder en encre exacte. Tu peux aussi faire de la marque, tu peux faire de l'URL. Ça fonctionnera aussi, ça poussera. Peut-être pas autant qu'une encre optique, mais à mes yeux, c'est peut-être un peu moins risqué aussi. Ouais, c'est ça. Il faut voir le. J'ai un. Genre, j'ai observé une personne avec qui j'ai discuté qui est dans les devis agents de sécurité et qui dit je fais que de l'encre exacte parce que je positionne mon site très rapidement et dit tous les 3 ans je me fais déclasser ou pénalité ou autre et il dit je remonte un, il dit je m'en fous, les contrats c'est sur plusieurs années, vu le prix d'un WordPress plus relinking, plus le rachat de Netlinking en fait c'est vachement rentable pour moi. Et il dit comme ça j'ai toujours des stocks de sites tampons ou à fusibles, tu vois, je les fais repasser en Netlinkant. Donc, c'est toujours la même stratégie. C'est est-ce que c'est vraiment ton site que tu refuses de te faire pénaliser, il ne peut rien lui arriver? Est-ce que c'est un site où si tu es pénal, ça t'embête, mais c'est pas très C'est grave? pas Est-ce que dramatique. c'est le site vraiment crado où tu sais qu'il tient quelques mois, mais tu prends la caillasse pendant les quelques mois, quoi. C'est ça. Bah, après, c'est une question de retour sur investissement. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste un choix à faire. C'est est-ce que ce sera rentable? Oui, non. Tu peux faire de l'ultra crade, ranké, tant mieux. Tu peux faire du très propre et ranké, tant mieux. Tu peux aussi faire du très propre, ne pas ranké, du très crade, ne pas ranké. Ça dépend de ce que tu attends. Est-ce que on va dire, un site poubelle? Est-ce que c'est un site que tu veux soigner? Après, tu peux aussi la jouer différemment. Tu peux dire, bah, tiens, ton site principal, tu veux qu'il soit sécure. Tu crées ton petit réseau autour, 10, 15 sites. Et ceux-là, c'est des sites fusibles, donc tu peux bombarder, tu bombardes. Donc tu as tes tiers 2, tiers 3 et compagnie qui bombardent en entrée exacte, et tu fais très peu d'entrée exacte vers ton site principal. Ça peut être aussi une stratégie, c'est que tu monitores seulement ton petit réseau de sites à côté, tu dis, bah, tiens, est-ce que le site il a sauté ou pas? Il a sauté, je fais sauter le backlink vers le site principal, et voilà, j'évite les soucis, et éventuellement je repousse un nouveau spot. Tu fais du tampon. Ce que je donnais aussi comme technique chez Links Garden, c'était, on était plutôt dans le cadre d'un projet startup, c'était, tu peux aussi faire les trois, tester les trois d'un coup. Et puis tu as ton branding sur ton site principal qui, lui, est très sécure, au moins le plus possible. Et tu peux aussi, à côté de ça, avoir un méga mode Black Hat où tu fais de la génération en masse de bouillie ou d'IA ou de DeepL ou de ce que tu veux, qui lui, va peut-être se positionner plus vite sur de la très longue traîne, t'amener du bise, mais ça peut se faire péter et on ne pleure pas quand il se fait péter, quoi.
C'est ça. En tout cas, sur le très crade, ne pas mettre trop d'argent dessus, assumer le côté très crade et puis voilà, bombarder. Enfin, c'est pas dramatique en soi, mais faut assumer le fait aussi que le site se fasse dégommer au bout d'un moment. Oui, voilà, faut pas venir pleurer le jour où Google nous désigne notre crade parce qu'on sait, on sait pourquoi on le fait et que ça peut toujours sauter, quoi. MyBackPointLink, c'est que ton réseau de sites, c'est uniquement des sites que tu monitores et gères, toi? C'est ça. C'est ça. Donc, enfin, c'est une partie de mon réseau. Donc, moi, j'ai 2500 sites. Sur MyBacklink, je crois que j'en ai avoir, si j'ai une bêtise, 1100 peut-être, ou Ouais, t'es 1200. en dessous des 1003 de mémoire, mais ça a peut-être augmenté un peu depuis. Ouais, donc c'est 100% mon réseau de sites. Bon, là, c'est par retour d'expérience. Donc, si je peux donner un conseil, c'est inutile d'avoir autant de sites. J'en parlais encore avec un client avant-hier. Plus tu as de sites, plus tu as de travail à faire derrière. Faut aussi faire vivre les sites. J'ai des sites où je publie très peu. Donc, c'est ridicule d'avoir autant de sites. Donc, j'ai fait un choix ridicule, je l'assume. Il vaut mieux parfois n'avoir que 10, 15, 20 sites très bien travaillés euh, sur des thématiques quand même différentes pour pas forcément dépendre que d'une thématique. Vouloir faire la masse, c'est bien, mais après, il Ça te faut permet avoir de le répondre process. à un client comme moi qui veut 200 BL, tu as t'as une offre si tu veux. Demain, je vais chez quelqu'un qui a 15 sites, il va m'en proposer un et voilà, merci, au revoir, quoi. Donc, c'est la question, c'est ce que tu veux du client récurrent qui peuvent venir tous les mois t'acheter du spot parce que tu as une méga offre ou est-ce que tu veux servir une fois un client et ton lien, tu lui vends plus cher, effectivement. Ouais, on va dire, c'est des stratégies un peu différentes. Moi, d'expérience, je sais que j'ai du mal à alimenter le réseau de sites avec du contenu frais. Mis à part les liens que je fais, voilà, c'est pas forcément ultra quali, c'est pas forcément très intéressant. Donc, dans l'idée, par la suite, c'est d'ouvrir une marketplace et là, par contre, de pister les fermaliens. Donc, forcément, je vais flaguer mes propres sites. C'est voulu, mais en tout cas, c'est dire au client, voilà, t'achètes un lien, mais tu sais que c'est pas une ferme à lien, tu sais que c'est un site qui vit, c'est un site qui n'a pas été enregistré il y a 3 mois, où tu as fait un gros blast de contenu, tiens, ça pue peut-être le DeepL ou l'IA. En gros, tu vas ouvrir ta plateforme aux éditeurs. C'est ça, mais ce ne sera pas sous le nom MyBacklink. Ouais, ouais, ok, c'est un autre service qui. D'accord. C'est quoi l'avantage et les inconvénients d'avoir une plateforme où il y a le mode marketplace et une plateforme où il y a uniquement le réseau de sites de l'éditeur? Il y a du plus, il y a Ouais, du pour et du contre dans les deux cas. ouais. Alors, on va partir côté plateforme avec, on va dire, propriétaire des sites, donc 100% plateforme éditrice. L'avantage, c'est que les spots, logiquement, ne devraient pas être abandonnés. Enfin, si la personne fait ses renews ou ses renews, ce ne sera pas abandonné. Donc, tu as une certaine continuité. En tout cas, tu as ton article qui va rester sur le site. La plateforme a la main sur l'article, peut modifier l'article aussi en fonction des demandes des clients. Donc, moi, de temps en temps, on me dit, bah, tiens, est-ce que tu peux pas modifier une landing? Est-ce que tu peux pas modifier une encre? Donc ça, c'est le côté très positif. Deuxième côté, deuxième avantage aussi, c'est peut-être au niveau tarifaire, parce que forcément, la plateforme, elle a pas besoin enfin, elle fait sa marge comme un éditeur de site, mais il n'y a pas l'intermédiaire en plus. Donc là, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Tu as des tarifs plus avantageux. Mais typiquement, est-ce qu'une marketplace peut proposer du lien à 10 euros? Je crois que Soumettre proposait ça. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais pour rémunérer l'éditeur 50 centimes, enfin, je suis désolé, c'est assez risible. Ça ne sert à rien. Je crois Ou alors, qu'Irréférent le fait, tu commences à 10 ou 20 euros sur, je crois. ouais, donc après, en termes de rémunération, à voir, est-ce que la plateforme s'assoit sur une commission ou touche très peu. Donc, est-ce qu'elle fait beaucoup de travail pour pas grand-chose? Ou alors, elle fait le taf, mais l'éditeur est peu rémunéré, donc c'est un peu compliqué. Donc, on va dire de ce côté-là, les plateformes propriétaires, en tout cas, j'appelle ça plateforme éditrice, ont un avantage, c'est qu'elles peuvent proposer des tarifs qui sont vraiment très bas, des tarifs bas, et également de la constance, en tout cas de garantir que le lien reste sur le spot pendant des années. Et être facilement joignable, s'il faut modifier des angles, s'il faut faire des évolutions, des choses comme ça. C'est ça. Je veux dire, demain, je me mets éditeur sur une marketplace, je clôture mon compte au bout d'un an et mes sites disparaissent ou je donne plus de signe de vie ou je réponds plus. Mm, mm. Ça reste compliqué de contacter la C'est personne. ça.
C'est ça. Donc, et aussi, d'un point de vue réactivité, logiquement, la plateforme éditrice sera plus réactive qu'un éditeur parce que tu as forcément en marketplace le fait de contacter l'éditeur, le fait qu'il réagisse. Est-ce qu'il est encore sur la marketplace, comme tu as dit? Est-ce qu'il y est plus? S'il est encore. Voilà, est-ce qu'il va faire le taf, sachant Est-ce que qu'il va pas pour ce demander taf-là, un il n'est pas code? rémunéré. Ouais. Donc ça, c'est le bon point de la plateforme éditrice. Le mauvais côté, c'est un réseau de sites. Bon, si tu fais les choses de façon pas trop vilaine, tu n'interlignes pas tes sites, donc il n'y a pas grand risque. Contrairement à ce que d'autres disent, il n'y a pas de risque avec les réseaux de sites. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu de vague de pénalité. Je crois que j'ai eu 2 sites pénalisés sur 2500 en l'espace de 5 ans. C'est acceptable, sachant que j'ai repositionné tous les articles sur d'autres spots. Et puis voilà, c'est reparti. Il n'y a pas de souci. Donc, Quand tu dis interlinké, c'est par exemple, j'ai 1500 sites, j'en ai 800 qui entre eux se repassent le jus, quoi. C'est ça. Ce qui est facilement détectable pour Google en termes de link wheel ou de maillage. Okay. Voilà, donc sur les plateformes propriétaires de sites, en tout cas, je pense qu'elles font le taf de façon intelligente. Elles disent, voilà, notre business repose sur ça. Donc, si le réseau de sites tombe, au final, la plateforme n'a plus aucune plus-value. Et en plus, si tu es honnête, tu contactes le client en disant, attention, j'ai le site qui s'est fait pénaliser. En termes d'image aussi, c'est très mauvais. Je repose le lien ailleurs. Je vous rembourse, on s'arrange, on te repasse une commande, tu fais un truc. Mais... C'est ça. Ok. Et l'avantage marketplace, c'est les inconvénients que tu viens de donner en avantage de l'autre côté, puis c'est quand même une plus grande offre, quoi, je pense. Bon, alors toi, c'est un peu exceptionnel, tu as quand même 1500 sites, mais le marketplace, on a 20 000. Quoi. C'est ça. Bah, sur la marketplace, on va dire l'avantage côté annonceur, c'est la variété de l'offre. Je veux dire, c'est principalement ça. Après, le principal avantage, c'est à mon avis plus pour Marketplace parce qu'elle fait travailler les autres plutôt qu'elle. Donc, elle gagne de l'argent sur les sites des autres et non pas forcément sur ses propres sites. On appelle ça la mise en relation, par exemple. Donc, ça dépend du pourcentage pris. Côté éditeur, l'avantage, c'est qu'il peut commercialiser rapidement ses spots, mais l'inconvénient, du coup, c'est qu'il se bouffe une commission. Sur certains marketplaces, c'est l'éditeur qui finalement fait tout le travail et ensuite la marketplace vend l'article. Mais on t'apporte un client un peu comme Amazon, on t'apporte un sans marketing, sans démarche commerciale, sans de tête. Tu peux vendre à 300 clients en ayant un seul interlocuteur, c'est la plateforme. C'est ça. Et côté, par contre, annonceur aussi, le gros avantage, c'est de ne pas devoir payer 50 personnes différentes. L'annonceur paye à un endroit. Voilà, il n'y a pas besoin de dispatcher, de s'ennuyer. C'est aussi la même chose avec la forme de plateforme de rédaction. Si au bout d'un moment, tu dois payer 50 ou 60 gars par mois, ça commence à être prise de tête. Parfois, il vaut mieux avoir un intermédiaire qui est un petit peu plus cher et de se dire, bah, tiens, je n'ai pas besoin d'avoir autant de factures. Déjà, mon comptable ne va pas tirer la gueule parce qu'il y a des mouvements vers l'Afrique, donc des factures qui sont parcelées par le fisc. Voilà, il y a du pour, il y a du contre. Côté. Ouais, après, je vais dire, pour l'éditeur, le plus intéressant, ce sera toujours de faire du direct. Enfin, on va pas se le cacher, c'est là où tu vas marger le plus. Mais ça nécessite de démarcher. C'est ça, je dirais, tu marges, mais comment tu comptabilises le temps de démarchage? Alors, si tu es connu et que les gens viennent à toi, bon, ok. Mais je veux dire, il y a clairement des clients, tu prends des gros assureurs ou des gros trucs, ils ne vont pas aller vers un petit, ils vont pas faire le tour de tous les éditeurs. C'est ça. Ils prennent un Rocket Links, un Soumettre, un Next Level, je ne sais pas quoi, ils disent on a besoin de tant de milliers d'euros de liens, ils posent sur la table et ils s'occupent juste d'échanger avec les équipes, quoi. Ou un Links Garden, ils disent vas-y. Mais Jackie est en train d'ouvrir un peu en mode marketplace, mais il est beaucoup avec son réseau aussi. Mais ok, bah merci pour toutes ces infos. Tu as des petits tips ou je voudrais qu'on parle route domaine versus URL juste après, mais est-ce que tu as des petits tips en netlinking je sais pas, des trucs que tu as l'habitude de faire que tu vois pas trop ou des infos? Non, bah c'est plus des évolutions dans mon process, je vais dire. À voir si par la suite ça va généraliser, mais voilà, quand tu t'achètes du sponsor, par exemple, essaye d'avoir des sites qui ne soient pas forcément que des fermaliens. Tu peux en avoir par-ci par-là, ou en tout cas, tu peux en avoir qui vont linker tes sites tampons, par exemple. Quand tu dis fermalien, c'est des sites qui sont là uniquement pour vendre du lien. C'est ça. Okay. C'est ça. Donc, éventuellement,
plus acheter on va dire, du sponsor sur des vrais sites. Je le reconnais moi-même, j'ai quasi à 99% des fermaliens, d'où le prix aussi, qui est aussi beaucoup plus bas, mais parfois il vaut mieux mettre un petit peu plus cher, se dire, tiens, le taux d'articles sponsor versus le nombre d'articles total publiés. Il est intéressant, tu as par exemple 20% de sponsors, en tout cas 20% d'articles avec un lien sortant, c'est pas forcément déconnant, au contraire, c'est un site où il n'y a pas beaucoup de sponsors, donc il y a la rareté du sponsor dessus. Ensuite, est-ce que le site il vit? Si tu n'as rien publié depuis 10 mois et que tu as un article qui tombe avec un backlink, c'est pas forcément très intéressant. Donc voilà, plus apporter une plus grande attention au spot de publication. Ok, j'ajouterais aussi un truc, c'est si tu prends un média comme Le Parisien, tous ces articles ont des liens sortants, quasiment, mais au final, pas vers des sites e-commerce ou vers des sites des sources d'information. Donc moi, j'aime bien aussi, j'ai vu que tu le faisais sur certains spots, commencer à mettre des articles qui ont déjà des liens sortants, mais vraiment vers des sources, pas du wiki, hein, mais du site Google News, du site blog informatif, genre des gens qui n'ont vraiment rien à voir avec toi et tu leur De la offres source. quelque part un lien, mais tu cites des sources, donc c'est bien pour Google aussi, quoi. Et puis je sais que tu bosses bien ton maillage interne aussi, j'ai vu des trucs, même si c'est des petits spots, tu fais attention à ça, quoi. Ouais, J'ai ça horreur de la c'est. structure WordPress, quoi, et que WordPress décide pour moi de quel article émailler avec lequel, tu sais, en mode sidebar, footer ou quoi, ou même en méga menu. Ça me rend assez fou et j'adore mailler vraiment dans mon contenu, quoi. Ouais, ça on va dire, c'est une des évolutions qui va arriver sur la plateforme, en tout cas pas sur les spots les moins chers. Donc, quand je vais mettre en place tout le process avec la sémantique, je risque de remonter un peu les tarifs. Au lieu d'être à 10, je serai sûrement à 15. Au lieu d'être j'en sais, au lieu d'être à 40, je serai à 50. Oh là Bon, là. tu rigoles, mais j'ai déjà eu des clients qui ont râlé pour ça. Tant pis. Ouais, c'est clair. Euh, Il y aura ailleurs d'autres spots à 7 ou 10 balles, quoi, et voilà. Voilà, mais assumer le côté, assumer de payer peu pour avoir une qualité qui est en dessous, hein, c'est comme ça. Mais en tout cas, ouais, sur l'outil sémantique, en tout cas sur les spots qui seront à 50 euros, on proposera aussi de créer des articles complémentaires. Donc oui, on peut te faire un lien sur une thématique qui est connexe, par exemple les tapis de souris. Tiens, sur tapis de souris, on va peut-être te parler de la matière, j'en sais rien, ça c'est du cuir ou cuir végétal. J'espère que c'est pas animal, j'en sais rien. Ou j'en sais rien, un textile, etc. Donc tu peux continuer à étendre on va dire, moi je vais appeler ça l'univers sémantique, sur les spots où tu publies. Et les spots où tu publies, tu n'es pas obligé de linker directement ton multi-site, tu peux aussi linker tes tiers, tes satellites. Voilà, faut essayer de travailler un peu plus en ce sens, à mon avis. C'est vraiment au lieu de signaler à Google, tiens, j'ai un site qui parle de telle thématique. Et tout autour, les sites qui me font des liens, ce n'est pas forcément des sites qui font que du lien très généraliste, mais tu travailles vraiment sur tout le champ sémantique, tout l'univers sémantique. Ouais, et puis tu n'es pas obligé de linker que tes pages produits ou tes pages catégories. Si ton maillage interne est bien fait, que tu as des guides de choix, des articles de blog ou plein de choses comme ça, tu peux, si le Link at flux home passe sur ton directement. produit, voilà, je sais qu'Asynchrone, lui, dit, je ne fais jamais de lien vers des pages e-commerce ou des pages de vente ou des produits. Moi, ça ne me gêne pas, mais lui n'en fait pas. Il dit, par contre, je crée tout un système pas de blogging, mais de guide de choix autour de mes produits. Et ces articles-là viennent pousser mes produits et ces articles reçoivent des backlinks externes qui poussent en fait le jus par le système du PageRank vers la page produit ou la page e-com, quoi. Donc, C'est ça peut ça. être bien. C'est Laurent Bourrelli qui m'avait répondu la dernière fois sur Twitter en me disant attention, la norme, c'est qu'il y a très peu de liens sur les pages profondes et beaucoup plus vers, par exemple, les pages principales, pages d'accueil, etc. Donc, voilà, en fait, au niveau clientèle, pareil, il faut peut-être sensibiliser les personnes en disant attention, si ton site ne pousse pas, mais que tu as fait tout ce travail-là en externe, tu as peut-être un souci en interne déjà. Enfin, c'est ce que je dis de temps en temps aux clients. Je dis attention, tu me demandes de faire du lien, du lien, du lien. Oui, C'est bien, mais est-ce que ton site déjà il est opti? Des fois, tu vois des catastrophes, tu n'as pas de maillage interne, tu n'as absolument rien. Et le gars, il va dire bah, je vais être premier sur cette requête ou en tout cas, je vais être première page. Déjà,
pense à optimiser on-page, on-site, et ensuite fais ton lien. Voilà, tu peux dépenser pour des centaines de backlinks par mois, c'est bien, mais déjà en optimisant très bien son site, en tapant sur tout l'univers sémantique, tu as déjà moyen de faire pas mal de traf sur la longue traîne, sur les requêtes secondaires. Tu peux, dire, j'avais pas pensé, sur les fenêtres en bois, parler j'en sais rien, du verre anti-effraction. J'ai une connerie, mais ça peut être intéressant parce que c'est lié à la thématique. Donc, tu peux te rapporter de façon directe du traf sur ton site et du traf qui sera potentiellement qualifié, plutôt que de batailler pendant 10 ans sur menuiserie bois, par exemple. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est plutôt. C'est un peu cette histoire de tunnel, tofu, mofu, bofu, où tu te dis où est-ce que le client se place, où tu vas peut-être jamais taper comment faire mon code en ligne, mais tu vas taper auto-école Lille. Tu vois. C'est ça. Et effectivement, le mec qui tape pas ton mot-clé, il ne te connaît pas parce qu'il ne sait pas que ton bise existe. Mais oui, on est des vendeurs de liens et on est la prestation d'audit et d'audit on-site et de maillage interne, c'est pas du netlinking, c'est autre chose. Toi, Colin, toi, je sais pas si tu fais encore de l'audit, moi j'en fais encore un petit peu, et de l'accompagnement, mais quand on me demande un lien, je ne vais pas forcément aller check est-ce que le maillage est bien et où part le jus de ce lien, quoi. Ouais, bah ça c'est sa prochaine étape avec mon petit outil sémantique, c'est de lancer le crawler, d'aller sur le site, tu vas sur la page d'accueil, tu regardes la structure, tu regardes les encres entre les pages, tu dis bah tiens mec, t'as ton site, on t'affiche le top 5 par exemple ou le top 10 de Google en disant voilà sur le top 10 de Google, bah, le mec a tendance à avoir cette structure de site, il y a ses principaux nœuds, ils ont tendance à ancrer plutôt comme ça. Et éventuellement sur ces pages, bah, tiens, est-ce qu'il y a des médias, est-ce qu'il y a des FAQ, est-ce qu'il y a ci, il y a ça, et tu dis bah tiens, moi mon site il est positionné ici. Tiens, le top 5 où je ne suis potentiellement pas fait ça. Pourquoi ils sont top 5? Bah, il y a peut-être des points communs sur la structure, sur les données qui sont présentes, non, le nombre de mots potentiellement. Donc, pourquoi pas essayer de faire comme eux, en tout cas suroptimiser légèrement par rapport à eux. Euh, à la, voilà, c'est tout un ensemble. Donc ça, c'est sa prochaine étape. C'est déjà la V3 de mon outil. Il faut déjà que la V1 sorte. Mais les devs sont déjà en train de bosser sur la V3 le temps que la SS2I finalise la V1. Ok, c'est cool. Mais ouais, ça amène plein de choses à faire, quoi, effectivement. Je voulais ton avis. Non, c'est pas site généraliste versus site thématique en réalité, mais c'est plutôt. euh, on parle du root de domaine. En fait, ce qui compte, c'est le champ sémantique le vocabulaire utilisé dans l'URL qui te fait un lien. Ouais. D'accord. Un site web, il y a le nom de domaine, le root de domaine, et il y a à côté de ça plein d'URL qui constituent le site web. Mhm. Pour toi, est-ce qu'il est important, est-ce qu'un lien sur un site généraliste doit pousser? Tu vois, par exemple, je crée des catégories sur mon WordPress de cuisine, frigidaire, restaurant, voiture, carte grise et choix télé ou télévision, Netflix, série, tu vois. Et toi, tu crées tu as un lien depuis une URL de ce site. Est-ce que c'est aussi bien que d'avoir un lien depuis un site web qui ne parle que de Netflix ou qui ne parle que de recettes de cuisine, par exemple? Excellente question. On va dire les exemples actuels, je pense que c'est par exemple Next Level, tu as quand même du spot généraliste qui pousse extrêmement bien. Donc je serais tenté de dire c'est pas forcément spot généraliste versus spot thématisé. Pour moi, le spot thématisé renvoie quand même un très bon signal. Tu vas dire, bah, tiens, j'en sais rien, je vais pousser luminaire.com. J'ai un site qui parle des lampes de chevet, des lampes de bureau, des appliques, etc. Google va dire, bah, tiens, ça c'est un bon signal parce que tout le site parle de ça. Il y a un très bon maillage interne dans le site qui te fait un lien. Donc, pour moi, ça reste un très bon signal. Ça va Après, te corréler avec l'indice de force induite qui est sur ma barre .text. C'est un peu cet esprit-là, quoi. c'est ça, c'est essayer de trouver le nœud sur le site, de se dire, bah, tiens, est-ce qu'on a des pages qui vont faire un lien et est-ce que du coup, tu as tout un champ sémantique qui travaille sur ce site, mais par contre, tu peux aussi travailler tout ce champ sémantique sur un seul article et sur un très gros généraliste.
Donc, ça dépend. Tu préfères un tout petit article sur un site spécialisé, mais quand tu cumules le nombre de mots avec le maillage interne, tu vas dire, bah, tiens, le mec, il nous parle sur 5000 mots des lampes, hein, des luminaires. Et par contre, sur le généralisme, il va peut-être taper sur des PA. Euh, il va se modifier il va être sur des positions zéro, mais en écrivant, par exemple, seulement 1000 mots, alors que l'autre, sur tout son champ sémantique, il y a 5000 mots. En fait, c'est des façons de faire qui sont différentes. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne façon de faire. C'est juste différent. Et après, c'est aussi bien d'avoir de la variété. Ce qui serait aussi intéressant, c'est peut-être de se dire, bah, tiens, sur le top 5, le top 10 de Google, au niveau des liens, oui, ils ont ces encres-là, mais quels sont les articles qui sont optimisés sémantiquement, sur quoi ils sont optimisés sémantiquement, et au niveau des spots qu'ils publient, lesquels font du maillage interne, lesquels sont des spots thématisés, etc. Tu vois, Je posais cette question parce que j'ai eu le cas hier avec un client, on a passé quasiment 2 heures au téléphone. Il est sur une niche qui n'est pas du tout ça, mais la seule thématique qu'il trouve en s'y rapportant, c'est de l'immobilier. Tu vois. Et donc, en fait, ses concurrents se positionnent avec des liens venant de sites immobiliers, mais on est quand même à côté de l'immobilier. Tu vois, c'est pas une théma où c'est vraiment immo. Tu vois, c'est pas un site de décoration fait des liens vers ses concurrents, mais c'est vraiment un article perdu au milieu de plein d'articles, quoi. Et lui a une autre stratégie qui est de dire, moi, j'aurai moins de BL, mais beaucoup plus thématique avec des sites qui ne parlent que de ça. Et là, on a un problème de spot, c'est qu'il faut les trouver ou les créer. les créer. Ouais. C'est plutôt ça. Mais ses concurrents se positionnent très bien avec cette méthode-là. Et je lui dis, bah, ça a l'air de fonctionner, puisque regardez, top 5, on a audité vite fait. Il me dit, oui, mais moi, j'en fais un petit peu, mais je ne voudrais pas que ça. Ouais. Et je pense que le fait d'amener cette nouveauté méga thématisée peut le faire passer leader sur C'est ça. Et après, il faut aussi peut-être regarder l'historique de la SERP, se dire, bah, tiens, il y a 12 mois, quel était le top 5 ou le top 10? Actuellement, quel est le top 5, le top 10? Et tu vas dire, ah, tiens, s'il y a beaucoup de mouvements, c'est peut-être que Google n'est pas entièrement satisfait. Si les mecs ils sont indétrônables depuis 12 mois ou 24 mois, tu te dis, bah, tiens, peut-être qu'à l'instant T, c'est ce que Google veut. Après, qu'est-ce que Google voudra à l'avenir? Qu'est-ce qu'il va Il n'y a comprendre que eux sur qui la le théma, savent. quoi. Ouais. Ouais. On a cette problématique avec t-shirt plus certains sports où en fait ce sont des maillots qui ressortent. Et Google il commence à comprendre, quand on arrive sur la première page, qu'il y a maillot avec le sport et t-shirt qui Ouais. parle de ce sport avec un dessin rigolo du sport, quoi. Ouais. Et on s'aperçoit qu'il commence à comprendre dès que tu as un gros qui arrive, plus moi mes petits sites, je vois vraiment qu'il est en train de comprendre les équipementiers, ben, ils dégagent, quoi. Et ils vont Ouais, sur bah, la requête maillot, parce que le gars, s'il a tapé un maillot, il veut un maillot de foot, quoi. c'est Donc, ça, bah ça, à mon avis, ça, tu vas de plus en plus à bosser la sémantique. C'est là, à mon avis, où les plateformes de netlinking, elles vont devoir quand même prendre un peu le pli, c'est de se dire, plutôt que de vendre un simple article sponsor, euh, essayer quand même de bosser la sémantique. Donc pour ça, tu as des tas d'outils. Enfin, je sais que toi, tu utilises Vortex Guru, d'autres c'est un.fr. À une époque, je crois que tu avais Visibly, je crois, c'est ça, de Jérôme Rossignol. qui le fait toujours. Il y a aussi les Ouais. métamos de Christian Méline avec Cocon SE et Sylvain Doré. Maintenant, il y a EZ-Word qui ne fait pas tout à fait la même chose. Lui, il parle d'entité, mais c'est un petit peu le même principe. Ça te donne des relations entre des vocabulaires et des champs. Bientôt ton outil, mais voilà, il y a de quoi à bosser en fait, à travailler la sémantique. Et puis moi, je l'ai testé sur Next Level, c'est-à-dire que tu as une page où tu vas te dire c'est sur cette page-là que je veux vendre mon lien, mais on lui met 3 ou 4 sous-pages qui viennent la pousser, comme tu expliquais tout à l'heure. Et en fait, au final, ton champ lexical, il est beaucoup plus développé que juste un article jeté en plein milieu du site où il y a du frigidaire autour et toi, au milieu, tu arrives avec de la chirurgie esthétique, tu vois, par exemple. Ouais, c'est parce que le collagène, il faut le garder au frais, c'est pour ça. Bien joué. Beau glissement. Bravo, bravo, bravo. Mais non, ça pourrait jouer. Ça pourrait fonctionner, c'est ça le pire des cas. J'ai failli me faire ban Links Garden de Twitch. Je ne sais pas si tu avais suivi Pas du tout. une photo, c'était des nibards sur le glissement sémantique, en reprenant la célèbre phrase de Laurent Bourrelli, la relation entre le concombre et le porno, en fait. Bah, voilà, c'est jardinage porno, on fait le glissement, quoi. Bon, blague de SO. Voilà. Ok, bah, je crois qu'on a quand même pas mal poncé les sujets, tes outils et puis qui t'étais. Je ne sais pas si tu as un petit mot pour la fin, quelque chose à dire ou si tu voulais. Bon, je vais juste reprendre la phrase de Paul Sanchez, hein, donner de l'amour à votre site. Hein.
Moi, ça me semblait con comme phrase, un peu bateau, mais finalement, avec le recul, je me dis euh, que tu aies un site, on va dire que tu fasses de l'édition, que tu vendes du lien, dans tous les cas, pense à te dire, voilà, la vente de liens, c'est bien, oui, tu peux vendre de l'article, mais essaye de faire un truc qui est qualitatif, parce que ton article sponsor, peut-être qu'il va se mettre à faire du traf. S'il fait du traf, c'est un truc con, mais tu peux mettre de l'ads, des choses comme ça, Tu peux tu peux mettre le de la fille, une rentabiliser. régie, voilà, une régie Ouais, c'est ça. publicitaire. Donc, plutôt que de dire, voilà, je reçois un texte sur PC portable, je rédige un texte, comment je fais son PC portable, ça a été abordé 50 fois. Ça n'a jamais se positionné, mais j'ai vendu voilà, je me suis dit, tiens, j'ai vendu un lien sur un spot avec 50 domaines référents, c'est bien, j'ai gagné 50 euros. Plutôt de se dire, bah voilà, je vais vraiment travailler le sujet, essayer de ranker sur d'autres choses, aborder les choses de façon plus originale, faire du traf, et ça va aussi être meilleur pour le site. Déjà, le site va gagner en visibilité. Toi, tu vas pouvoir rentabiliser encore plus le sponsor. Donc voilà, c'est vraiment, au lieu de faire les choses de façon mécanique, commencer à réfléchir, se dire, voilà, il serait peut-être temps de passer sur des prestats un peu plus qualitatives. Peu importe l'outil utilisé, peu importe le rédac, je suis tenté de dire. Pour le rédac, je veux dire, c'est une question de style. Tu peux prendre un rédac qui va te coûter, j'en sais rien, 50 centimes, 1 euro les 100 mots, ou un rédac qui va te coûter 10 euros, 15 euros les 100 mots. Je pense que ça va pas forcément changer fondamentalement les choses. Peut-être plus une question de style, donc en fonction de l'attente de l'internaute, et aussi on va dire, de qualité perçue par l'internaute. Mais en tout cas, voilà, essayer voilà, de faire du traf sur ces sites. C'est pas forcément pour faire du traf pour dire de faire du traf, c'est faire du traf parce que ça peut être rentable. Et à bosser un petit peu la qualité, on va se dire, allez, ça va prendre 30%, 40% de temps en plus. Mais par contre, d'un point de vue rentabilité financière, parce qu'il y a aussi de ça, ce sera plus intéressant. Ça va vous permettre aussi de réinvestir sur du contenu qualitatif, ça va vous permettre de réinvestir sur d'autres sites. C'est voilà, tout un process, tout un écosystème à mettre en place. Ouais, voilà. Puis ça dépend ce que vous voulez faire de vos sites. Genre, clairement, aujourd'hui, le site, en se disant dans 2 ans, il est mort ou je mettrai à la poubelle ou autre, c'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment moi, je parle de créer un vrai média, quoi. Et tu vois, c'est sortir de cette ferme à liens. C'est de se dire, bah voilà, j'ai un site très thématisé sur la cigarette électronique. Je vais essayer de poncer vraiment tout le sujet. Ou même si j'ai un généraliste, bah, j'essaye quand même de l'amener euh, avec des vraies informations, tu vois, peut-être d'autres sujets, peut-être des sujets sur lesquels je ne vais pas forcément vendre de liens, mais ça vient putain, waouh. Ça vient compléter mon champ sémantique, ça vient compléter les informations de mon lecteur. On peut imaginer un système de newsletter ou de push notification où, comme mon contenu il est beau, bah, les gens ils me laissent un email. S'ils me laissent un email, je peux peut-être faire du marketing, de la vente, de la file avec C'est des gens ça. qui vendent des produits. Voilà, c'est un peu tout ça qu'il Et faut. en fonction des flux, des volumes, tu peux aussi te dire, bah, tiens, c'est peut-être un nouveau business à lancer. Tu peux éventuellement du coup avoir des fonds pour lancer un business. Enfin, ça ouvre pas mal de possibilités. Par exemple, je te donne un exemple con, on parlait du code de la route tout à l'heure. Ouais, J'ai fait la fille code de la route.io il y a quelques années. J'avais vraiment bossé l'article. Donc là, pour le coup, j'avais un bel article bien optimisé sémantiquement où je me suis vraiment dit quelles sont les questions que les personnes se posent. L'article, lui, était vendu 40 euros. Donc c'était honorable. Et à contrario, en affiliation, je crois que je faisais à peu près 5 euros par jour et je l'ai fait pendant 2 ans. c'est rentable. Voilà, donc ça me fait 3 000 euros. Est-ce que ça m'a pris beaucoup de temps? Non. J'ai passé vraiment 2 heures et demie à faire l'article. Alors oui, si j'avais pissé l'article, j'aurais mis les 25-30 minutes. Bon, là, j'ai passé 2 heures et demie, mais par contre, c'était rentabilisé sur le temps. Le spot a gagné en visibilité et j'ai vendu encore plus de sponsors. Donc, voilà. Ouais, je crois que c'est un bon mot de la fin pour tout le monde, c'est donner cet amour, ouais, c'est vrai. Travailler, faites mieux que le juste nécessaire, quoi. Aller un peu plus loin, tout le monde s'y retrouve. Bah, écoute, C'est encore ça. merci Joachim pour l'invite. Je sais qu'on ne te voit pas beaucoup, donc ça m'a fait très plaisir de t'avoir. Si la vidéo vous a plu, je sais que vous n'allez pas jusqu'à la fin, mais pensez à activer la cloche pour recevoir toutes les notifs. Ça va vous éviter de venir checker ma chaîne YouTube souvent. Likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire parce que c'est énormément de temps de faire tout ça. Donc, ça va me motiver à réinviter d'autres personnes, à vous refaire d'autres vidéos. Donc, vraiment, laissez un commentaire. S'il y a des vraies questions, Joachim, je lui passerai, on essaiera d'y répondre ensemble. Et puis, bah, comme d'habitude, je vous mets le lien pour vous abonner à ma newsletter juste en dessous.
C'est une lettre VIP où je passe plein d'infos toutes les semaines ou toutes les 2 semaines selon ce qui sort. Les outils, les techniques, voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez complet et ça plaît, j'ai de bons retours. Donc, voilà. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ben voilà, Pas mal. c'est cool. On a refait quoi? On a refait encore 1 heure et demie. Ouais. Putain, j'arrive pas à faire court. Ah, c'est un truc de fou. Je vais couper Alors, l'enregistrement. entre Babel, hein. Ouais, c'est